Bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast de lecture dédié au livre des martyrs, tome 2, Les portes de la maison des morts de Steven Erikson. Ce soir, nous allons décortiquer les chapitres 16, 17 et 18. Je suis toujours en excellente compagnie de B et V. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors on se retrouve assez tôt, c'est bien, c'est chouette. Les épisodes s'enchaînent et les chapitres sont de plus en plus palpitants alors qu'on arrive à la fin du tome 2. Messieurs, en plus, je dois vous avouer, j'ai acheté la brique qui est le tome 3 en poche là. Je le regarde. Je l'ai placé stratégiquement dans ma bibliothèque pour pas voir ni le titre ni le quatrième de couverture. Pour vraiment, je vois juste du papier quoi. Et j'ai juste vu l'illustration qui est magnifique. Ça promet. Et on s'en rapproche à grande vitesse. Ah oui. Et j'ai juste rapidement regardé la densité des chapitres suivants. Et comme le livre 1, et quand il y a une sorte d'accélération et les chapitres deviennent de plus en plus courts, hein, j'ai l'impression. Oui. Messieurs, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit peu de... Alors, que nous dit notre communauté ? Gabriel Chantereau nous dit sur la première vidéo très belle initiative à vous de parler de cette saga ô bien cool et complexe. Le format est génial pour aider à la compréhension de l'univers. Merci. Eh bien, merci à toi, Gabriel, de ton commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Également, j'ai reçu un message, non pas sur YouTube, mais en vrai, car ce week-end dernier, j'étais à Octogone à Lyon-Villeurbanne. Eh ouais. Sur le stand de Jeudi JDR, on a été invité dans la zone Actual Play. Actual Play, c'est filmer du jeu de rôle. Et du coup, dans la foule en face de moi, il y a un homme qui est venu et qui m'a demandé si c'était bien ici qu'on enregistrait le podcast du livre des martyrs. Et c'était bien là. C'était trop bien. Et à peu près le même... c'est un peu le même sentiment. Enfin, je suis très content aussi à ce niveau-là. C'est que pour le moment, je pense que notre public, c'est surtout des gens qui ont commencé avant nous la lecture et qui utilisent ce podcast pour se rappeler des éléments précédents. Et surtout, je pense aussi du tome 1, qui est assez cryptique. Parce que j'avais vraiment l'impression que dans le cycle, il y a beaucoup d'allers-retours avec des éléments qui sont posés, des briques très anciennes et des références dans les tomes suivants, si je dis pas de bêtises. Bah même au sein d'un même tome, il y a pas mal d'éléments qui parfois sont intéressants de se souvenir. De dire, ah mais il l'avait prévu depuis ce moment-là. Tout à fait. Ça ne fait que commencer. J'étais aussi en compagnie à Octogone avec Axel et Monsieur Rouge. Et il était en train de lire le tome 4. Et il me narguait violemment. Et il me disait que c'était très 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 bien. Donc, le gredin. Ouais, heureusement il a tenu sa langue. Bon messieurs, 3 chapitres bien denses, en action et en émotion et en révélation. Est-ce que ça s'est bien passé cette lecture de ces 3 chapitres, B et V ? Oui, très bien. Les chapitres sont courts et l'action est compacte, ce qui fait qu'on peut les lire assez rapidement. Moi, je me suis mal pris. C'est-à-dire que j'avais mécompris la date de notre enregistrement. Je me suis pressé de tous lire vite. Et je me rends compte, non, en fait, c'est la semaine prochaine. Donc voilà, je serai un petit peu moins frais sur ma lecture que d'habitude. Pas de souci. Moi, je serai un peu moins frais en général. La fatigue. Mais ça va bien le faire. Eh bien, je pense qu'on peut se lancer parce qu'on a pas mal de choses à papoter. Et spoiler, j'aime de mieux en mieux. J'aime de plus en plus Félisine, du coup. Est-ce que c'est vraiment encore Félicine ? Messieurs, on se retrouve dans le chapitre 16. Chapitre 16. La chaîne des chiens arrive à la rivière Valtar. Ducœur est envoyé avec un groupe d'éclaireurs pour sécuriser le gué, avant l'arrivée des troupes de Corbollo Dom. L'avant-garde renégate se déplace rapidement avec l'aide d'un mage, les Garen étant de nouveau utilisables depuis 3 jours.
Ducœur et son groupe arrivent les premiers et craignent de se faire massacrer par l'armée plus nombreuse de Corbeau. Au final, cette dernière établit un campement en amont sans les attaquer. Sur la rivière, à proximité du gué, Ducœur retrouve Gessler et Ouragan et Vérité, arrivés avec le Silanda. Accalmie identifie Gessler comme un ancien capitaine et Ouragan comme l'ancien adjudant du point Cateron Croûte. Coltaine frappe Gessler pour le remettre à sa place et se brise le poignet au passage. Les sorciers wikiens en déduisent que Gessler, Ouragan ainsi que Coltaine sont devenus des presque ascendants. Un message du point renégat propose à Coltaine de se rendre en échange du libre passage des réfugiés. Malgré l'insistance des nobles, il refuse. Le Toblacaï revient de sa chasse avec une fourrure d'ours blanc. Félicine se fait la voix de la déesse et prédit la perte de foi du Toblacaï et le retour de celle d'Éboric. Elle ordonne à Léoman puis au Toblacaï d'ouvrir et regarder le livre. Quand arrive le tour d'Éboric, il refuse et il doit se défendre contre le Toblacaï. Ses mains fantomatiques apparaissent brièvement, l'une rouge écarlate et l'autre bestiale. Mapo Co avance dans la graine torturée, à l'apparence d'une forêt, avant de déboucher sur des collines couvertes de racines. Icarium souhaite aider la maison Azat contre les change-formes, mais Mapo a peur que ce dernier se fasse engloutir par l'Azat du fait de la menace qu'il représente. Sous l'insistance d'Icarium, Mapo lui révèle enfin son passé oublié et les destructions qu'il a fait dans sa rage immense. Avant de rentrer dans la maison, Icarium demande qu'on le laisse se faire engloutir par l'Azat si la situation se produit. Sous la demande d'Iscaralpust, Ombretrône envoie 5 molosses pour les aider si jamais Icarium perd le contrôle. Gessler part avec le Silanda, emportant les blessés jusqu'à Arène. Un messager secret de Corbolodom a convaincu les nobles de tenter le passage du quai. Coltaine n'a d'autre choix que de les laisser passer, mais envoie les sapeurs se mêler secrètement à la foule. Ducœur, accompagné par la vétérane, rejoint le flot de réfugiés. Une attaque des troupes de Corbolo bloque les réfugiés sur le quai et un massacre commence. Les réfugiés réussissent finalement à repousser les troupes à l'aide des sapeurs. Ducœur tente d'étrangler le noble Nepara avant de se faire assommer. Ah, il était bien ce chapitre. Et avant de partir sur la première, de décrypter la première partie de ce chapitre, un point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est j'ai trouvé, et surtout dans ce chapitre-là, que Erikson maîtrise très bien le paysage fantastique. Que ça soit la vallée avec les milliers de papillons, ou l'intérieur de l'Azat, de Tremorlor, avec ces lianes, et qu'on verra en plus des lianes qui emprisonnent des mains et des milliers de tendons et de démons. C'est visuellement, c'est cool, quoi. Et ça change. On n'est pas sur de la classique fantasy. Et j'ajouterais qu'avec ses descriptions du désert Raku, il arrive à décrire quelque chose qui peut paraître assez anodin, un désert, mais à lui donner de la substance et lui donner quelque chose de remarquable. C'est pas juste, il y a du sable sur de la terre, il parle de substrat, il parle de crêtes, d'arêtes de granit qui sortent parfois. Il arrive à donner une description qui peut être terre à terre, mais qui donne beaucoup de charme. Complètement, ouais. Et il arrive à donner vie aussi aux descriptions qu'il donnait en début de livre sur le désert, qui sont des couches, sur des couches, sur des couches, sur des couches de civilisations anciennes. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, on n'en parle pas trop dans ce chapitre-là, mais on aborde toutes ces cités et autres civilisations antiques qui se sont empilées. Et ça donne de la profondeur à juste qui sinon pourrait être une étendue aride. On en parle de ces milliers de papillons, du coup. Qu'est-ce que... avec en plus cette façon atroce dans laquelle ils se meurent tous dans le fleuve.
j'ai relu à plusieurs reprises, mais j'ai pas, comment dire, je sais pas exactement si c'est un phénomène classique de la région ou est-ce que c'est à cause d'une garenne ou des événements récents. Je n'ai pas identifié non plus. J'ai l'impression que c'est un peu des trois, dans le sens. Ça m'a rappelé un peu les phalènes. Ouais. Et le fait que aussi, comment dire, j'ai l'impression aussi qu'il y a un dérèglement et que les papillons comment dire, le fleuve est sur leur n'est pas censé être sur leur passage et c'est pour ça qu'ils se meurent tous. Parce que la vraie apocalypse, c'est le dérèglement climatique. Exactement. Je pense qu'on peut en effet ici lire une manifestation de ce qui avait été prédit par les personnages plus tôt, qui est qu'il se passe des choses en Raku qui ne sont pas normales. Ouais. Cette garenne fracturée qui semble répartie un petit peu partout, et peut-être qu'en effet la nature est en réaction, en train de réagir à cela, ouais. Et les papillons en paient le prix. Ou bien, est-ce que c'est là tout comme des saumons étranges qui viennent de remonter la rivière, se laissent porter par elle, pour ensuite de leurs cadavres qu'en naissent des œufs, peut-être fait partie du rythme de reproduction des papillons de mourir ainsi. Ouais. Encore assez d'éléments pour le savoir. Et comme personne ne s'exclame de la présence de milliers de papillons, à part Ducaire, mais Ducaire est tellement comment dire, démoralisé. Il a plus de vie là. Il est au bout du bout. Ouais, les papillons sont vus comme un obstacle plutôt que une anomalie. Oui. Mais du coup, ça explique pas. Il disait qu'il y avait des broussailles qui gênent l'avancée des armées, mais pas comme un. Et qui révèlent aussi les mouvements. Du coup. Et peut-être que ces papillons sont liés aux esprits de la Terre. On se rappellera que à la fin de ce chapitre-ci, un personnage principal, un personnage important meurt. Ouais, et le mage wikien Sormo, mais il ne meurt pas dans le vide. Car à sa mort, des millions de papillons se ruent sur lui. C'est incroyable ça, ouais. Pour récupérer des fragments de son âme. Certains ont eu 7 corbeaux, d'autres ont eu 1 million de papillons. Qu'est-ce que ça veut dire quand on va revoir Sormo, j'ai hâte de voir sa nouvelle forme. Il va papillonner à droite à gauche. Est-ce qu'on... Donc on va se concentrer sur Ducaire, mais peut-être comment dire, la première partie, puis la dernière partie, on peut le faire en une seule fois, de cet affrontement incroyable donc autour de cette rivière. Avant qu'on aborde, je regrette que V ait fait le choix de passer à l'ombre un cap. Exactement. Ouais, je le sentais. Le quoi? On en parle de ce chien. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? J'avoue que pour faire complot, le résumé, j'ai relu rapidement en diagonale et il y a peut-être des informations que... Genre par exemple, la mort de Sormo, effectivement, qui est passée à la trappe au passage. Eh bah bravo. Il était là en mode ouais c'est bon, il a sûrement cette vie. Oui, c'est un non-événement. Oh waouh. Mais ouais, le chien, ce jeu, je pense que... Non mais c'est le prochain Sormo, hein, on est d'accord. Il est mentionné à 2 reprises. La première fois, lorsqu'il est entouré de plein d'autres chiens et qu'il va embêter Bolt et que Bolt n'arrive pas à le tuer. Ouais. Et beaucoup plus tard, je crois que c'est Duiker qui croit avoir une apparition, d'avoir la vision d'une meute de chiens qui sont menés par un chien en tête. Et là, dans la bouche de ce chien, il y a un plus petit chien. C'est dingue. Est-ce que du coup, prédiction, vu qu'on apprend donc que Coltaine est sur la voie de l'ascendance, par peut-être ses hauts faits incroyables dans le monde, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté... un peu comme dans les royaumes oubliés, où plus des personnes te révèrent, plus tu deviens puissant et tu peux accéder à la divinité. C'est juste un peu cet effet-là pour Coltaine. Et que c'est comme, du coup, la chaîne des chiens, il y a littéralement un petit molosse qui est en préparation sur la voie de l'ascendance aussi. Maha, voilà. Et toi, V, t'en penses quoi? Après, ce qui vient contredire cette théorie, c'est que Gessler et Ouragan sont aussi sur la voie de l'ascendance alors que personne ne les révère. Oui, mais eux, c'est différent. Qu'ils ont traversé. Ils sont allés dans le feu bizarre de l'ascendance. D'ailleurs, c'était vraiment trop bien quand le bateau il a apparu là, au milieu des cadavres de pavillons.
Et que, oui, les trois, avec leur humour bien à eux, et le fait qu'ils en aient plus rien à foutre. J'ai beaucoup aimé le passage où ils revoient Accalmie Oui. et on leur propose de les faire monter en grade et ils commencent à insulter le haut commandement, C'est trop bien. ce qui déclenche la frappe de Coltane. Ouais. Et puis, Ça réhumanise un marrant, peu celle-là. Coltane. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi le fait que c'est des matelots qui sont vraiment nuls en explication et que la situation était tellement improbable que personne va comprendre. Et puis donc aussi, c'était le moment de se rappeler que Culp était mort aussi. Voilà. Rip. Ouais. Toujours dans nos cœurs. En tout cas, c'était bien chouette. Beaucoup apprécié la fusion de ces deux groupes. Parce que pour le moment, je me demandais... surtout Ouragan, qui avec sa nouvelle épée, là, ce qu'il faisait, perdu sur son bateau en feu. Voilà. Et puis bon... Ah oui, si, pardon, excusez-moi. Mais bon. Coltane. Pas Coltane, pardon. Ducaire a enfin eu sa récompense. Ou du moins plutôt, la soldate a eu sa récompense. Ça, c'est important, oui. Moi, ce qui était important, c'est qu'elle était toujours en vie. Ouais. Et ça n'a pas Oui. changé grand-chose au moral de Ducaire. Oui. En tout cas, c'était assez badass, cette traversée. On appuie de plus en plus le bouton qui rajoute de l'horreur et du désespoir et la guerre en général. Et le fait que même les plus dépourvus se rebellent jusqu'à massacrer leurs agresseurs. Et que du coup, Ducaire clôture ce chapitre en essayant de massacrer un noble de ses mains. Voilà, on a touché le bout, le fond du puits, j'ai envie de dire. Après, il n'y parvient pas. On l'interrompt. Malheureusement. Il ne le plante pas non plus qu'un grand coup d'épée. Il l'étrangle, ce qui est quelque chose de très intime, quelque part. Vous avez autre chose à partager sur cette épopée de Ducaire et de Coltane? Qu'est-ce qu'on en pense du stratagème de Corbolodom? Il a l'air malin. Il est bon, ce con. Il est bon. Ouais. Après, ce qui est étrange, c'est qu'il avait clairement un avantage, mais du fait de sa stratégie, ça se retourne presque contre lui. En fait, il sous-estime aussi le fait que... Chose qu'il n'est pas au courant, par exemple, la présence des sapeurs. Et les sapeurs qui ont, du coup, renversé complètement la donne. D'ailleurs, pour une fois, on voit un peu mieux le camp des sapeurs, et c'était très drôle aussi, à ce niveau-là. En fait, il y a... Mais après, c'est un point, donc il connaît les stratégies impériales. Il connaît l'existence des sapeurs. Il devait en avoir aussi dans son armée. Et lui, il passe tout son temps à construire des sortes de ponts flottants pour envoyer des archers qui vont au final se faire défoncer par une meute de réfugiés. Ouais, c'est ça, en fait. Il a sous-estimé les chiens, quoi. Il a pensé que les chiens étaient la faiblesse de Coltane, et au final, ça devient une force. Mais bon, on verra bien la conclusion, parce qu'on n'a pas la conclusion de cette bataille. On voit surtout on voit le massacre des archers sur la rive, mais je pense que les pertes sont aussi monstrueuses du côté de la chaîne. Ouais, après, est-ce que c'est pas un avantage pour Coltane, disons? Oui. Horrible, mais ça le délaisse de nombreux réfugiés qu'il faut autant de bouches en moins à nourrir pour traverser le désert. Mais ça fait des blessés en plus à porter. Ouais. C'est... Oui. Ouais. À chaque fois, les batailles de ce roman me font penser à un jeu de stratégie, quoi. Où il y a des atouts qui sont cachés sur des cartes, et d'un coup, il faut juste les révéler au bon moment et de façon stratégique. À chaque fois, j'ai vraiment des comparaisons très ludiques quand je vois les batailles. C'est cool. Plutôt cool. C'est parce qu'on s'éloigne, et j'ai l'impression que je dis ça à chaque épisode quand on parle des batailles, oui. c'est qu'on s'éloigne du format classique un petit groupe de héros qui vont à eux seuls renverser la bataille qu'un coup d'éclat. Là, c'est des bonnes stratégies, c'est des coups du sort, mais les individus ont finalement assez peu de place. Ouais, tout à fait. Et vraiment,
Même si, bon, la chaîne des chiens, on s'attend à ce que Coltane va réussir à 90% ses batailles. Bon, c'est sur le fil, hein, quand même. Hein. On serre les fesses en lisant le chapitre. J'ai trouvé. Bah, sur celle-là, on n'était pas engagé qu'il la gagne. Hein. Ouais. Et encore, on sait même pas à la fin s'il l'a vraiment gagné ou... Ça, c'est plutôt les historiens qui diront plus tard « Ah oui, une belle victoire », alors que c'était juste un massacre. Et puis donc... C'est bien la complexité. Ouais. Le Sormo, c'est aussi une perte importante. Hein. Même si on ne sait pas dans combien de temps il va revenir nous faire une log voile, mais souvent c'est plusieurs chapitres. Puis il va se réincarner quelque part chez les Wikiens, tu vois, sur Ouais. le continent. Le temps qu'il arrive, ce sera fini. Après, bon, avec quelques millions de papillons, ils peuvent le soulever. Ah, la scène était tellement classe, avec en plus toute l'armée qui s'arrête et qui observe. C'était le silence, c'était très bien décrit. Hein. Je me rappelle, là j'étais dans le métro, j'étais à fond. C'était à l'opposé de ce qui passait dans le bouquin. Non, c'était trop bien. Vraiment incroyable. Et puis bon, le fait que... Enfin, tu sens le désespoir et la rage de Duiker face à la caste noble et était avec lui, quoi. Je me demande qui d'ailleurs l'arrête. Peut-être la soldate. Ouais, je parie sur la soldate. Ou un sapeur. N'importe qui a son bien-être. Ouais. Oui, parce que List, je sais plus s'il a traversé. Je crois pas, non? Parce qu'il est blessé. Il était resté en arrière, je crois, Ouais. toujours mal en point et perturbé par ses visions. Bien stylé, là, oui, c'est List, là. List qui se multiclasse en occultiste, là, rapidement. Non, très très bien. Ah oui, si, je voulais... Parce que je repensais au papillon. Ça m'a fait penser un peu... Toujours ces parallèles de jeux de rôle. Un peu, tu sais, les événements aléatoires de Kingmaker. La campagne de Pathfinder qui nous a fait jouer B. Tu vois, des événements qui sont assez bien écrits et qui colorent et qui rendent fantastique un monde, quoi. Et voilà, je me demande si... je suis vraiment curieux et je me renseignerai plus tard, mais comment il écrit tout ça, le bon vieux Erickson? Est-ce qu'il a... Si t'es rôliste et que t'écris des romans, tu te fais peut-être des tables aléatoires d'événements. C'est pas possible. Voilà. Ouais, je pense qu'on sera en train de... Quand on aura fini d'analyser le tome 3, on aura assez de notoriété pour demander une interview. Ouais, allez. Ouais, je croise les doigts. Est-ce qu'on parle de Félisine? Bon, d'accord. Non, c'est trop bien. Je suis trop content. Sheik réincarné en Félisine. Bon, alors... Oui, tout en conservant Félicine. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est un bon entre-deux, je trouve. Et puis, bon, alors c'est surtout dans le chapitre 18, mais là, ça commence. Et... Ouais, non, c'est bien. En fait, je me rends compte que j'apprécie quand elle recadre Eboric. Que ça me fait très plaisir. Bah, ils arrivent à une sorte d'égalité. Oui, enfin... Il y a plus ce côté où Félicine se fait aider tout le temps. Disons, oui. et dépendante. Et le fait que, d'un coup, elle a un... Comment dire? Elle a un... Toblakai en un mode... fanatique à son Ouais, Toblakai avec sa pelisse d'ours blanc. Et puis, bon, on le verra encore plus tard, à nouveau, dans le chapitre 18. Mais il a le charisme du barbare niveau 20. Ça aide quand tu es une élue d'une déesse et que tu es toute seule avec 3 pélos. Moi j'ai bien aimé cette nouvelle transformation de Félisine. C'est pas Ghoul, je suis un peu déçu, mais c'est Sheik. Bon, allez. Et vous? Bah, peut-être que plus tard. Bien des masques, hein. Attendez, vous avez dit 2 trucs en même temps. Peut-être plus tard. Et je disais, Ghoul porte bien les masques. Je sais pas si les domaines de Ghoul et de Sheik sont les mêmes, je sais pas trop. Mort et destruction. Mort et... Oui, bon, d'accord. T'imagines que si Félicine devient juste un réceptacle contenant plusieurs ascendants. Une sorte de Apsalar. Le méga Apsalar. Méga Apsalar, ouais. On est un. Oui, pour le moment. Non, parce que Apsalar a failli aussi devenir Sheik, je veux dire.
Dans notre esprit, dirons-nous. Oui. Ouais. C'était une possibilité quoi, qui était évoquée. Oui. Et ça aurait été le bordel dans le corps d'Absalar aussi. Et puis donc oui, elle s'appelle Absalar, mais bon, voilà, il y a Cotillon et il y a peut-être Absalar qui surveille, Absalar, la divinité qui surveille tout ça aussi. Oui. Bon bah non, c'est trop bien. Elle met des claques à tout le monde. Et voilà, elle se la pète avec le livre. Moi j'aime bien. C'est un peu le chapitre où Félisine se la pète et elle accepte la sagesse de Sheik. Et au final, ce qu'on peut se dire, c'est que donc, la réflexion que je me fais par rapport à l'ascension de Gessler et Ouragan, Ouais. sur le bateau, il n'y a que Culp et Baudin qui n'ont pas de chance. Tous les autres sont plus ou moins en voie d'ascension. Ouais. Parce que probablement que Eboric et Félicine maintenant sont presque à 120 aussi. Ouais, Eboric c'est tellement le bordel, mais oui. Ouais. Félicine. Félicine, oui, ça a l'air bien parti, ouais. Lorsque Toblakai reçoit l'ordre de Félicine de tuer Eboric, ouais. et qu'il tente de le faire, il est interrompu par les points fantomatiques d'Eboric qui s'animent et l'interceptent, alors que celui-ci est décrit comme étant frappant à la vitesse de l'éclair. Et peu après, Félicine fait la remarque que Eboric est probablement possédé par Fener, mais que Fener ne se risquerait pas à ne posséder que lui. J'avoue que j'ai eu du mal à comprendre cette phrase. Ce qu'elle cherchait à dire par ça. J'attendrai qu'il y ait une... on sait que les... Ah mais si on sait qu'il y a d'autres disciples de Fener qui sont sur la voie de l'ascendance, du coup. Oui, effectivement, oui. Mais, ok. Et donc, je parle de cet épisode-ci, je tiens à préciser qu'on nous décrit la frappe du Toblakai comme à la vitesse de l'éclair, qui aurait éclaté son crâne dans tous les sens, mais que des mains fantomatiques magiques l'interceptent, et l'épée de bois quitte les mains du Toblakai. Genre l'épée de bois, elle est arrêtée par ça, et elle est même pas fendue. On se pose la question de, c'est quoi ce bois? Ouais, c'est... Ouais. Le même bois que celle d'Icarium. On en reparlera de ce bois. C'est un des personnages principaux aussi. Est-ce que c'est le bâton du chien? Et oui, j'ai beaucoup aimé aussi la relation bien conflictuelle donc, entre les trois, quoi. Léomant... rien, laisse-moi le tuer. Ouais, c'est trop bien. Et non, ça fait vraiment la bande de... Bah bon, sauf Eboric, mais il y a une petite bande de Royal Mauvais, quoi. C'est très conflictuel et ça marche uniquement par la source de pouvoir de Félisine qui tient un peu le tout. Mais sinon, ça aurait pas duré très longtemps, ce groupe. Et encore loyal. Oui, alors ouais. Léomant, donc celui qui ne croit en rien, particulier quand même. Hein. Ce personnage, je sens que c'est un personnage qu'on va creuser plus tard, j'ai l'impression, ou qu'on va creuser son histoire, parce que... Ou qu'il va juste mourir. Ce serait dommage quand même, parce que il peut pas on peut pas juste nous teaser tout ce background étrange. Qu'est-ce qu'il fout dans un désert à protéger Sheik s'il croit en rien? C'est quoi ce bordel? On en reparlera de Léomant. Ok. Et je sais pas pourquoi, mais Léomant, du coup, ça fait penser à Léonin. Et malgré le fait qu'il n'est pas du tout décrit comme ça, mais je sais plus, tu sais, le Planeswalker avec une tête de lion. Ah oui. Japani. Voilà, ouais, voilà, moi je pense que c'est lui, pour moi, dans ma tête. C'est très particulier, mais du coup, voilà. C'est trop tard. Pas de spoiler. Ok. Alors que tu mettes une image sous la vidéo. Ah voilà, non. La dernière fois j'ai fait des cauchemars. Voilà, donc ouais. Toblakai, il y a un petit côté Toblerone à nouveau. Il est con. Et je sais pas si le tome 2 est sorti en même temps que Lost. Parce que
ours blanc dans un désert, voilà. Ça me fait Bah, c'est un changement. Oui, Ouais. oui. Enfin, sur les prix, c'est une façon de dire, regardez, il y a des champions qui viennent vraiment de partout, qui Oui. sont tous réunis ici. Ça aurait pu être une référence à Lost. Excusez-moi. Probablement une référence à Lost. Faut regarder les dates. Ça date de quand Lost? 2000 quelque chose. Oh, attends. Dieu, là. Ouais. Ah, attends. Tu regardes la date du deuxième tome Lost 2004, le livre c'est 2001, je crois. Fuck. Donc Lost s'est inspiré du tome 2, quoi. J.J. sûr. Abrams, ouais, bien sûr. Bah, ouais. Sûrement. Ok. C'est tout pour Félicine ou pas? Bon, on en reparlera plus dans les chapitres Oui. suivants, je parle de Félicine. Oui. Là, c'est vraiment une parenthèse qui s'ouvre pour qu'on se rappelle qu'elle existe encore. Ouais. J'ai l'impression que globalement, dans ce chapitre-là, c'était vraiment. Il fallait avancer sur Dwicker. Et les deux autres passages sont des parenthèses qui préparent la suite, tandis Oula. qu'on termine temporairement l'histoire de Dwicker. Je pense que Mappo, il serait contre le fait que ce qui se passe dans son chapitre soit appelé une parenthèse. J'avoue. Et puis Félicine aussi, parce que c'est un peu son ascendance. C'est genre, elle devient Shaik réincarné dans ce chapitre. Oui, mais il y a beaucoup d'accord, moins livre. Oui, d'action. oui, je comprends. Oui, et puis il n'y a pas des millions de papillons. Oui, En effet, il se passe des choses pour Mappo qui doit avouer enfin oui. le secret qui lui pesait sur l'âme depuis des siècles sans doute. Mais c'est une parenthèse selon V. Et Icarium, avec une bonté d'âme que personne ne peut imaginer, Rattrape-toi. qui dit bah laissez-moi me faire emporter alors. Ah, pardon, j'ai compris. Je croyais que t'allais parler de poste après. Ouais, bah oui. Et puis donc, il y a tout ce délire du... Alors, Lazat qui va vouloir manger à Icarium. Mais est-ce qu'on a vraiment envie que Icarium se fasse manger par Lazat? Et est-ce que Icarium a envie aussi de se faire manger? Et si Icarium est en colère, il perd le contrôle et détruit Lazat, et là ça va faire une sorte de pseudo-apocalypse, j'ai l'impression. Ça, après, ils ne savent pas Oui, le résultat. Bon, on a Parce vu le qu'il résultat, donne on a vu une une idée de la ruine puissance des deux. Ouais. Pardon. Ouais, non, c'est... Alors, oui, en fait, Icarium, c'est une sorte de bombe atomique, quoi. C'est qui, dès qu'il explose, il est tout perdu, il se réveille, et il y a un nouveau compagnon à côté de lui qui lui dit non, mais tout va bien se passer. Non, excusez-moi, je repense à Puss, du coup, qui invoque tous ces molosses, c'est incroyable. J'ai adoré, c'est trop bien. J'étais là, bon, d'accord, il est pas mal, Puss. Il n'est pas un haut prêtre pour rien, quoi. Il se fait complètement bolos par un des molosses, en plus, c'est incroyable. Quand on parlera c'est de l'affection. parlant de poste. Et alors aussi, j'aime beaucoup que tout ce qui est Mappo et Icarium soit maintenant surtout du point de vue de violin, ce qui est très bien, parce que du coup ça ramène un peu d'humanité là-dedans, et un peu de... comment dire, ça raccroche la high fantasy à quelque chose d'un peu plus humain, et surtout quand... c'est vrai que je m'avance un peu, mais quand on se rend compte de ce que les deux sont aussi des brutasses monstrueuses quand l'action va s'approcher. Et surtout des yeux de violin, qui est, mine de rien, aussi il y a des petits bouts de bombe atomique au bout de son arbalète, mais bon, il a des réflexes d'humain et des sensibilités d'humain. Tout à fait, et il nous fait montrer le dilemme cornélien de Mappo au milieu de toute cette action épique. Ouais. On a le choix, est-ce que je dois sacrifier mon ami pour respecter mon devoir? Ouais. Mais d'ailleurs, on peut peut-être en parler à ce moment-là. Mais enfin, c'est même presque plus de l'amitié. Je pense que c'est complètement de l'amour qu'il y a entre les deux. Bien sûr. Ouais. C'est l'amitié sincère en fait. Ça ressemble à ça les gars. Moi, je pense que soir dans le désert, cette amitié a été consommée. Je pense que on est sur une forme d'amour qui n'est pas entachée par la lubricité. Tout à fait. C'est Qui est vrai. une appréciation, une affection sincère pour tout ce qu'est l'autre. Et ce qui est bien, parce que ça permet de... comment dire, c'est aussi un cliché de la fantasy qui n'est pas... parce que souvent, la lubricité, comme tu le dis, le stupre, est souvent très présent dans les romans de fantasy. Et là, cette fois-ci, on a
On a un amour véritable entre deux personnages et on s'y attendait pas, surtout dans un cycle de fantasy comme celui-ci. Donc c'est très chouette. Et à l'inverse, les scènes plus lubriques sont passées rapidement. Ouais. Quand je pense à la relation avec la vétérane ou avec Paran et Logvoil, c'était aussi très... Enfin, c'était pas très imagé, quoi. À la limite, c'était plus celle de Félicine, mais c'était pour montrer le côté l'horreur horrible et déshumanisant de la chose. Complètement l'horreur de la mine des Toblerone. Je me permets une petite précision, c'est V, tu nous dis que Ombretrone envoie 5 molosses pour les aider. Il n'envoie pas 5 molosses, il envoie les molosses. Et oui, il y en a plus que 5. Il y en a plus que 5, ouais. Il y en a qui ont rencontré... molosses, et on envoie 5 d'entre eux si j'ai envoyé les molosses. Oui, parce qu'il y a Amanda Rake qui est passé. Ouais. Que je voyais pas comment le convoyer en restant... C'est 5 molosses. Et oui, d'ailleurs, je me demande si Amanda Rake va popper dans ce tome. Ce serait chouette, quoi. À la fin, là. Peut-être qu'on l'a déjà rencontré. Il arrive. Oh. Est-ce qu'Amanda... Oh, attends. Non, le dragon mordant, là. C'était une dragonne. C'était une dragonne, ouais, c'est bien ce que je pense. Bah, c'est Crocus, hein. Et au fait... Depuis le début. Sinon, ouais, Puss qui dit n'importe quoi, qui crie dans tous les sens, qui veut la mort de Icarium. Bien sûr. Parce que il représente Ombretrone, et Ombretrone, il a un marché avec l'Azat. Ouais. Ils ont un accord, ils ont une entente. Ils doivent lui nourrir Icarium. C'est pas dans le chapitre suivant, ça? Peut-être. En tout cas, c'est sous-entendu que Icarium, Puss est là avec une mission. Voilà, donc, oui. Voilà, il se balade pas juste comme ça parce qu'il en a marre de ses seins gelés. Et oui, en fait, c'était bien plaisant aussi le fait que qu'on ait enfin aussi une vision de sa connexion avec Ombretrone et le fait qu'il puisse avoir une communication directe avec cette divinité et que cette dernière lui envoie donc ses fidèles molosses. Ça changeait un peu parce que voilà, moi Escaralpus, on dit que c'est un super haut prêtre d'Ombretrone, mais à part danser dans des excréments de singe, il fait pas grand chose, quoi. Donc je revois l'image. Donc voilà, ça m'a fait un peu plaisir de le voir au moins déclencher des choses importantes dans un chapitre. Et faire aussi des révélations improbables. Enfin, pas improbables. Plutôt incompréhensibles. Comme à son habitude. Il est toujours très cryptique. À flirter avec la prophétie. Exactement. Et à propos de flirt, dans ce passage-ci, on a une discussion entre Apsalar et Icarium. Ah, attends, ouais, je l'ai raté, vas-y. Où Apsalar va l'approcher durant la nuit et l'interroger sur qu'est-ce que ça fait d'être un homme multiple et partager, elle, ce qu'elle vit en tant que femme multiple. Ouais, complètement. Et oui, parce que les deux ont des points communs paradoxaux. Ils ont un protecteur qui ne peut pas les aider. Ouais. Ils sont tous les deux mortellement doués. Ils ont tous les deux une vie qui n'est pas la leur. Ah oui, d'ailleurs, on va en parler juste après la d'Apsalar, mais ça va être assez chouette. Et ça explique aussi peut-être pourquoi la jalousie, ou du moins le mimétisme, ou l'envie de Crocus envers Icarium. Ouais. Non, voilà. Non, c'était bien. Et c'était aussi donc le calme avant la tempête. Est-ce qu'on passe au... Ah non, la citation. La citation. J'ai retenu pour part une citation. Ouais. Parce que Escaralpost est sommé de contacter Ombretrone pour qu'il envoie des molosses aider à investir l'Azat. Ombretrone, mon dit Dieu Seigneur de l'Ombre, réfléchit. Oui, il réfléchit intensément. Son génie est d'une telle étendue qu'il peut même se montrer plus futé que lui-même. Infernal.
Ah là là. J'aime bien. Puis tu sais, il l'appelle Ombrotrone, il fait ah merde, c'est vrai que je peux pas l'appeler comme ça, faut que je me un nom titre honorifique. Ah. C'est vrai que c'est lui le dieu, pas moi. Pour le moment. Oh oui, non en fait oui, les chapitres vont être de mieux en mieux parce que on a aussi des révélations sur les compétences de Ombretrone, du moins dans sa vie de mortel. Là. On verra ça juste après. Est-ce que La monsieur... réflexion que je me fais là, Ouais. c'est on est d'accord que Kelanved et Danseur ont disparu il y a 20 ans par rapport à l'action. J'ai plus les dates exactes en tête. Je crois que c'était cet ordre d'idée-là. Environ 9 ans. 9 ans. Ouais, on est 9e année, 9e année du règne de l'impératrice Lacine. Ok. Oui. Donc en 9 ans, ils ont réussi à faire un culte qui compte un haut prêtre. Après, ils ont pu voler un culte existant, hein, je me dis. Ouais. Genre, les gens qui te vénéraient de ton vivant, bah, en fait, tu leur Ouais. changes de chapeau, quoi. Et puis je pense qu'il y avait aussi ça, on en reparlera plus tard, mais enfin, je sais pas si la question va être répondue. Mais je me dis que Ombretrone, c'est un peu un des seigneurs ténèbres. Il a des domaines, et je pense je ne sais pas si quand il a fait son ascendance, il a pris la place de quelqu'un, ou est-ce qu'il a taillé dans le gâteau son propre domaine. Mais ça me paraît étrange que Ombretrone et toute cette ouais, non mais et toute comment dire, c'est un peu comme dans les royaumes oubliés de Donjons et Dragons, c'est comme s'il y avait un nouveau dieu de la mort qui est apparu. Mais il y avait la mort avait été représentée par une divinité avant que ce dieu de la mort apparaisse. J'ai l'impression que on va voir si c'est à peu près la même chose. Mais parce que c'est vrai qu'il parlait de la Garenne de l'ombre comme une Garenne oubliée, avant qu'elle revienne au goût du jour. Ouais, il a peut-être ressuscité quelque chose, quoi. Dépoussiéré. Et parce que le temple au milieu du désert, il a pas l'impression d'avoir 9 ans, tu vois. Ouais, mais c'était un temple de... oui. Comment ça s'appelle? Sœur de déesse du rêve. Déesse du rêve. Peut-être qu'il a recyclé plein de trucs. On verra. Qui lui-même a été recyclé d'un temple de la voix des animaux, je pense. Ouais, la voix des mains. Des mains. Mais en effet, la question de l'ascension d'Ombretrone et de Cotillon est une question essentielle. Parce que pareil, du Cotillon, dieu des assassins, voilà. C'est le patron des assassins. Patron des assassins. Pas des assassins. Mais en effet, il a une dose d'ascendance en lui qui lui donne un certain pouvoir. J'ai hâte d'en savoir plus sur tous ces mécanismes d'ascendance. Messieurs, est-ce qu'on passe au chapitre 17 ? Allez, let's go. Chapitre 17. L'étoupeuse est poursuivie par 2 navires pirates. Malgré les propos incohérents du capitaine qui décide d'attaquer les pirates à l'aube, Calam sent une froide logique derrière la folie apparente. Il va consulter les soldats d'élite présents sur le bateau, leur révèle son identité et indique qu'il les aidera depuis les ombres. Il leur demande s'ils sont loyaux au trésorier ou au capitaine, et convient qu'il pourra neutraliser le trésorier quand le regarderont de l'autre côté. L'éperonage du navire pirate par l'étoupeuse réussit, permettant de couler les malandrins. Par contre, pendant ce temps, un garde du corps du trésorier a tué le second du navire et presque tué le capitaine avant de se faire écraser par un mât qui s'est cassé lors du choc. Le trésorier révèle sa trahison et demande aux soldats de poser les armes. Calam le fait prisonnier et lance le signal pour attaquer l'autre navire pirate. Le combat tourne rapidement en leur désavantage, car les bandits ont un Enkaral ainsi qu'un mage à leur service. Salk Elan s'occupe du mage, tandis que Calam gère le monstre. Après avoir difficilement éliminé les pirates, il balance le trésorier à la mer. Le groupe de Félicine atteint le campement de Shaik, dans une oasis de calme au milieu du tourbillon. Léoman doute encore, mais aide Félicine à s'habiller comme le ferait Shaik.
Il lui reste encore à convaincre les 3 grands mages qui dirigent l'armée de libération. Calam veille sur la santé du capitaine, qui se remet physiquement, mais semble être devenu fou. Il croise une flotte impériale dirigée par Tavor pour mater la rébellion. Salk propose son aide à Calam dans sa mission, mais ce dernier refuse. Ah là 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 là. J'ai cringé juste à me rappeler de la proposition de Salk et Calam qui l'envoie chier. C'était dur. Bon, c'est quoi cet épisode filler là, avec Calam là, sur son bateau? Non, j'ai l'impression qu'il y a une certaine logique. Le chapitre 16, donc chaque chapitre de 16, 17 et 18 est concentré sur une trame de l'histoire et ça la mène un peu à son bout. Ouais, mais tu vois, bon, ouais, bon. Moi, comment dire, il y a tellement de choses qu'on a lâchées au chapitre 16. J'étais un peu déçu de retrouver Calam sur son bateau. Les Toupeuses, elle est cool, hein. C'est le personnage principal du roman. Et son capitaine fou? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que... B, dis-nous. Moi, je trouve très drôle, le capitaine. La façon qu'il a de contourner les discussions qui l'embêtent, d'envoyer les gens se faire foutre, de redevenir sobre et sans d'esprit pile quand ça l'arrange, et puis de reparaître fou. Est-ce qu'il est vraiment starbé, ou est-ce que c'est juste un fin manipulateur qui se joue de ses passagers? Commence à avoir beaucoup d'Iscaral, like. Ouais, il y a une petite ambiance auprès d'Ombre Trône. C'est un peu étrange. C'est très étrange. C'est aussi beaucoup l'ambiance piratesque avec la trahison du trésorier qui était prévue depuis longue date. Ouais, ça c'était pas mal. Et joué par le hasard et par la présence de Salkellan qu'on ne peut pas renier. Et l'attaque contre les 2 bateaux de pirates très violemment. C'est genre... Autant le premier c'est une balade de santé, autant le deuxième, il y a tous les soldats qui finissent par y passer. La victoire est pyrrhique, en effet. Pas et grand. Ça permet de rappeler que Calam, il est bon en fait. C'est juste que... Contre les mortels, il est bon, ouais, tout à fait. Il se fait boulot, même pas contre les mortels. L'Enka Karal, là, c'est un dragon en fait, c'est un mini-dragon. Oui, c'est un mini-dragon, tu vois. C'est comme Krillin, c'est le meilleur des hommes, tu vois. On est d'accord. Et on a enfin une description du monstre. On n'est pas obligé d'attendre 3 chapitres avant de savoir ce que c'est un Enka Karal. C'est très gentil, c'est vrai. Salk qui est complètement amoureux de Calam aussi. Hein 100%. 100%, ouais, c'est... Salk, c'est dans la copain. C'est un peu à sens unique, c'est un peu malaisant, mais... Oui, c'est complètement malaisant, hein. Je cringeais très fort. Profiter la benne, le vif. Ouais, c'est... Oh là là, c'est beau. Hein. C'est le thème des bromances. J'avoue. Je m'attendais pas à autant d'émotions entre tous ces hommes. J'ai envie de le faire, je vais te faire oublier Ben. Ouais, non, mais... Enfin, ok, c'était une belle péripétie. Bon, on a... Il y a Tavor qui arrive. Ok, pas mal. Mais sinon, on a hâte de retrouver les autres groupes. Moi, j'ai trouvé. Voilà. C'est tout. C'est juste que c'est pas le même niveau d'enjeu pour le moment. Ouais. Là, c'est le problème de mettre tout ça, de comparer tout ça, quand il y a de mettre tout ça au même niveau, dans le sens où la chronologie. D'ailleurs, je sais pas s'il va à nouveau nous faire un petit twist à ce niveau-là. Est-ce que Calam, à quel moment il est dans la chronologie de la bande à Félisine, de la bande à Mappo? Il peut apparaître vers un groupe, sûrement du Caire, un peu plus tôt ou plus tard que prévu, me dit. Bon, on n'a pas de raison de penser qu'il y ait une grande distorsion temporelle, parce que Calam était synchronisé avec Violin. Ouais. Donc, oui, ouais, ok, ouais. Son aventure est probablement synchrone avec celle de Violin et de Mappo et Carium. Mais donc on sait pas non plus avec la chaîne des chiens. Si, c'était synchrone avec Perle. Il y a Perle qui fait le lien, en effet. Ah. On fait Calam, et après il fait une pause pour aller aider Ducar. Ok. Non, parce que on avait déjà eu le petit twist
des ninjas avec leurs étoiles de ninja. Bah, Ouais, c'était le juste père, un la, câble. la griffe. je me suis rappelé l'existence des étoiles de ninja, c'est tout. Qui apparaissaient dans les ombres d'une trame pour venir à la leur, quoi. Je me dis, c'est un peu un bon jeu de littérature de proposer à nouveau ces twists de temporalité. Après, ce twist-là était, j'ai l'impression, assez spécifique. Je pense que là, ce qui va permettre de mettre toutes les histoires en parallèle, c'est le... Attends, on parle maintenant? Ah non, c'est plus tard. J'allais m'avancer. La colonne. Ouais, on verra. Ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est- Oui, il va y avoir à un Et- moment un élément central qui, je pense, va réveiller tout le monde. Tout comme la rébellion, au tout début, a lancé la chaîne des chiens et tous les autres Ouais. étaient au courant au même moment, quoi. Hmm. Après, on va voir si, par exemple, comment dire, Crucider du pirate, ça ralentit ou ça accélère le voyage. On verra. Et on ne parle plus de Minala pour le moment. Tout à fait. Bah, en même temps, on a perdu le gros bateau, donc... Un bon chapitre, donc. Ouais. Bah, Félisine et ces trois... à moins que vous vouliez continuer sur Calam. Bah, juste moi pour dire, ça, je trouve que ce qui est sympa avec ces chapitres Calam, c'est que ça fait un côté plus terre à terre, moins high fantasy. Ouais. Il y a un On dragon, avait déjà quand eu même. ça Ouais. avec la taverne, qui était une scène de vie rafraîchissante, disons. Et là, il y a vraiment le côté un peu bah, juste combat naval classique, où on n'est pas perdu si on connaît un peu Ouais. les notions de bateau. C'est sûr que ça peut faire pas mal de vocabulaire entre la dunette, le pont, etc. Le premier Mais, combat naval, il n'est pas classique. Oui, ça se Il défonce. s'empale, il saute sur le navire ennemi. Oui, mais je veux dire, c'est pas de la fantaisie. Disons, Certes, certes. Sauf le dragon, c'est bon. Et après, le deuxième combat, là, ça part en vrille. Mais il y a un côté que je trouvais beaucoup plus terre à terre sur Et c'était bah, c'est intense. juste des bandits, quoi. Ouais. C'était vraiment genre la mutinerie en plus du combat contre les pirates. C'était voilà, c'est. Et puis alors au moins un truc qui était assez chouette, c'est que bon, Calam redore un peu aussi son titre quand tout le monde lui fait mais attendez, c'est vous Calam? Ah, Vous êtes le Calam. Vous êtes le Calam? Tu sais, il se met un peu dans l'ombre, il se retourne, il fait allez, n'en parlons plus, tu vois. Et là bon, voilà. Ah, d'ailleurs, il y a un truc que j'avais noté, disons que je m'étais dit, c'est quand le trésorier révèle sa trahison, et Ouais. demande de poser les armes. Là, il y a un truc que j'ai trouvé assez drôle, disons, qui m'est sorti un peu du bouquin, mais que j'ai tellement imaginé une murder, où en fait, il y a Calam qui va faire le tour de tous les groupes, un par un, en mode, il va voir les soldats, il discute avec eux, puis après, il va voir les matelots, il discute avec eux, puis après, il va voir Sal, qui discute avec lui, et vraiment, il fait un peu le tour de tous les groupes, avant de revenir vers le trésorier et faire, bon, c'est bon, on peut reprendre l'action, j'ai pu faire mes négociations, on peut y aller. Bah c'est un huis clos Vraiment. quoi. C'est. Et il y avait vraiment ce côté un peu murder où Ouais. le gars, il y a la situation qui est un peu critique, mais il prend quand même le temps de discuter Consulter avec tout le monde, ouais. Ouais, avant de lancer l'action. Ouais, c'est particulier cette. Et c'est un peu une sorte de rêve fiévreux, je trouve. Ce chapitre-là sur de Calam. On est à l'image de l'état d'esprit du capitaine. C'est le voilà, il y a tout qui tangue, tout le monde picole, il y a tout le monde meurt. Voilà, ce n'est pas un voyage tout calme. Est-ce que Félisine et Boric, Toblakai et Léoman, c'est un peu la continuité du chapitre précédent. On n'apprend pas grand-chose, sauf que Félisine doit donc convaincre les trois mages. Les trois grands mages. Oui, le chat. Bah, ça, pour moi, c'est juste une étape vers le chapitre suivant. J'ai pas l'impression que ça apporte beaucoup. Ça confirme que Shaik est bien présent dans Félisine. Ouais, mais ça, j'ai l'impression que c'est surtout aussi pour éviter d'avoir un chapitre uniquement Calam et
de pouvoir, ouais, ça fait un peu, pour moi, une sorte de mini-pause pour qu'on puisse avoir le temps de repos entre la fin du combat et Ouais. la suite. D'ailleurs, On peut voir aussi une séparation chronologique. Genre, il s'est écoulé plusieurs heures, plusieurs jours entre le chapitre 16 et 17. Et ça y est, Ebrick annonce à Félicine, attention au don que t'ont fait cette déesse, tu sais pas où est-ce qu'elle va te mener, et elle va vouloir des preuves aussi de ta dévotion avant d'aller plus loin. Dans l'histoire de Félicine, je crois que c'est quasiment la suite, non? J'ai l'impression que c'est... je sais pas s'il y avait beaucoup de distance entre là où se trouvait avant et le campement. bon, il marche. Voilà, il choisit de positionner ces éléments dans un autre chapitre. Oui. On peut le lire comme, ok, c'est une scission franche. Mm. C'est pas genre, ils ouvrent une porte à la fin du chapitre 16 et ils rentrent dans la pièce au début du chapitre 17. D'ailleurs, je me suis pas fait la remarque, mais on n'a pas eu un chapitre qui était par exemple consacré à un seul groupe de personnages? Ça a toujours été découpé? Tu poses des questions comme ça. Il me semble, hein. S'il y a des gens qui veulent commenter la vidéo et qui ont un exemple à nous fournir. On verra. Eh bien, je pense que c'est le temps des citations. Le temps des citations. Du chapitre 17. Une fois de plus, j'aurais besoin de participation. Il va falloir quelqu'un pour faire le narrateur, quelqu'un pour faire Calam, quelqu'un pour faire le trésorier. V fait un excellent Calam. Je serai donc le narrateur. Et je serai le trésorier. Allons-y. Attention. Calam observa le côtre. Et quel sera leur pourcentage? Qu'est-ce qui les empêchera de vous trancher la gorge et de filer avec la totalité du butin? Le trésorier sourit. Je doute que mon oncle et mes cousins en soient capables. Une belle histoire de famille. Il est vraiment dégueulasse, ce trésorier. Et puis ils ont tout prévu en fait, quoi. Ouais. Il a déjà perdu la moitié de sa famille dans l'autre bateau. Ah là là. Mais et ce qui va bien avec le haut point pomarcal, Ouais. Comme quoi. ça permet de montrer que ok, il s'entoure de gens comme ça et c'est pas étonnant au final, disons. Le fait qu'il se barre avec l'argent, qu'ils se ressemblent, ça semble d'une certaine manière. Et que la révolte n'est pas juste une bande de paysans abrutis qui lèvent des torches. C'est chaque échelon de la société qui rejette le manteau impérial. Ouais. Et maintenant, en plus, la révolte de Sheik, je pense qu'au tout début du livre, on la voyait véritablement comme une bande de sauvageons. Et en plus, elle a été représentée par des soldats sans morale qui faisaient des atrocités. Et là, en fait, maintenant qu'on a Sheik à travers Félisine, je pense que on va commencer un peu à pivoter l'angle de vue et du coup peut-être que cette énorme rébellion va devenir bien plus juste et compréhensible. Et humaine, ouais, tout à fait. On verra. Ou peut-être pas du tout. L'image de Félisine. Je pense qu'on peut passer au chapitre 18. Chapitre 18. À l'entrée d'un labyrinthe de racines menant à l'Azat, se trouvent plusieurs cadavres que Mappo identifie comme étant des innommés. Icarium raconte qu'il a déjà vu des personnes similaires dans ses rêves et qu'il lui aurait adjoint d'innombrables compagnons pour veiller sur lui, mais aussi voler ses souvenirs. Iscaral révèle que l'empereur a cherché à éradiquer tous les innommés, mais Absalar l'empêche d'en dire trop. Mappo les considère comme des serviteurs des Azat, les innommés, dont le culte remonte au Premier Empire. Violin s'avance nerveusement dans le labyrinthe, accompagné par le reste du groupe. De partout, ils peuvent entendre des bruits de bataille, et les murs sont des enchevêtrements de racines, de bras et de pattes qui s'agitent encore, ainsi que de toutes sortes de créatures prisonnières. Deux molosses partent de leur côté, tandis que le reste les escorte, mais semble plus concentré sur Icarium que le reste.
Mesrem, l'ours change-forme, combat un autre change-forme et se fait engloutir dans un mur à cause d'un molosse. Mappo est dévasté par la perte de son ami. Plus loin, il croise la route de Griden, la horde de rats, ce qui déclenche la colère d'Icarium que Mappo tente de contenir à grand-peine. Félicine arrive dans le campement qui s'est construit sur une ancienne cité. Léomant leur apprend qu'il y a 11 tribus et plus de 40 000 cavaliers qui sont capables de changer le cours de la guerre. Félicine conserve sa personnalité tout en étant le réceptacle de Sheik ressuscité. Elle décide de faire attendre les mages et de s'adresser en premier à la foule. Tout en prononçant son discours, elle peut voir à distance les mages et les analyser avant de leur forcer à plier le genou. Elle déclenche la levée d'une colonne de poussière qui monte sans fin et qui domine le continent tel un étendard de Drijna. Acculé par Griden, Violin épuise toutes ses munitions morantes pour repousser la horde de rats, tandis que Icarium se prépare à se battre, repensant Mappo puis un molosse sans problème. Violin balance sa dernière jureuse, mais c'était en réalité la conque offerte par le voyageur de l'âme Tano. En se brisant, la chanson qu'elle aimait écrase et repousse les rats, ainsi que tous les membres du groupe. Mappo, de son côté, a pu assommer Icarium avec son gourdin et se retrouve encerclé par les molosses qui veulent profiter de l'inconscience de ce dernier pour le donner à la Zat. Mappo est aidé de Violin et Absadar pour protéger Icarium. Et Iskaral se retrouve forcé de rappeler les molosses. Le groupe se met en route vers Trémolor qui est maintenant visible. Ah, que c'était bien ce chapitre 18, messieurs. Bon, vous en avez pensé quoi? Deux salles d'ambiance. Ouais. Ah non, alors... on voulait parler d'abord de la bande à Mappo ou la bande à Félicine? Je pense qu'on peut parler de Félicine parce qu'après Mappo ça prend tout le chapitre. Ça marche. On peut finir avec la fin. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié d'un coup. On est la vision de Félicine qui s'approprie donc les pouvoirs de Sheik et qui l'utilise pour communiquer et montrer toute sa puissance aux trois mages qui sont trois belles ordures, enfin, sauf un. C'était très plaisant. Vous en avez pensé quoi, vous? Vas-y, B. Impec. C'est intéressant de voir que Sheik n'est pas une Jeanne d'Arc inéluctable et révérée par tous qui, par son simple apparition, fait du contrôle mental sur la population. Il lui faudra encore arriver à convaincre la populace qu'elle est bien Sheik réincarnée. Il faudra gagner l'estime ou tout du moins le respect ou la crainte des grands mages. Elle va devoir faire de la politique en fait. Et ça, c'est cool. Tout à fait. Même si ça commence bien, hein, son apparition. Ça fait un bon contrepoint avec Coltaine. Où, tout comme Coltaine, quand il est arrivé, il a dû se faire respecter et transformer une armée peut-être un peu disparate en une machine efficace. On a la même chose avec Félicine, qui doit rallier à elle effectivement tous les gens, et elle pose la question de qu'est-ce qui fait que autant de personnes vont se lier au destin d'une seule. Elle montre aussi un peu d'humanité quand même. Elle est contre le fait que elle souhaite que les jeunes orphelins qui la suivent soient nommés. Elle parle en premier lieu au peuple et ensuite aux mages. Voilà. Il y a j'ai eu un peu comme des flashbacks de Draneris un peu à la lecture. C'est pas vous? Oui, c'est très populiste, c'est très Trump. Ouais. Mais non, j'ai beaucoup apprécié. Et aussi beaucoup apprécié la description de la ville dans l'Oasis. En plus dans l'œil du cyclone, où la vie est paisible. Et à nouveau, on a encore donc des ruines de civilisations passées.
Mais on est enfin arrivé à destination quoi, pour Félisine, et elle a les pouvoirs de Shaik, et elle a le peuple qui l'attend. Elle a donc peut-être 40 000 guerriers, cavaliers, c'est pas rien, j'ai l'impression. Oui. Voilà, c'est un peu le endgame de Félisine, du moins dans ce chapitre, dans ce tome, j'ai l'impression. Et surtout que ça permet de remettre un peu en perspective la rébellion. Où en gros, le endgame, c'est pas battre Coltane, Ah non. c'est de vaincre l'Empire. Ouais. Pour se venger de sa sœur, quoi. Et pour ça, c'est pas. Ils vont avoir besoin effectivement de toute une armée pour affronter Tavor qui est en route. Ouais. Beaucoup apprécié encore que. Comment il s'appelle Toblakai se fraye un chemin parmi la populace et juste par son charisme arrive à mettre tout le monde au pas pour que Félisine puisse parler. C'est plaisant. Est-ce que vous avez autre chose à papoter de Félisine? Ça annonce du bon, les profils des 3 mages, non? Ouais. Bah ça va rajouter effectivement, comme il y a le haut conseil de Coltane où chacun peut apporter sa vision. Là, je pense qu'on aura la même du côté de la rébellion. Enfin bon, c'est pas plus mal. Il y a quand même une divinité qui coule en Félisine, parce qu'elle aura un peu de poids à respecter. Bah tout comme Coltane, un peu de poids pour se faire respecter. Bientôt. Et là, on peut imaginer que le conseil de Coltane peut l'assister dans les décisions. Ici, on n'a pas l'impression que les 3 mages vont être les meilleurs amis de Shaik. Ouais, sauf un, étonnamment, le mystérieux. Celui qui le demi-genou. Ouais, le demi-genou, tout à fait. Mais et comment dire, même si c'est 3 mages, j'imagine qu'il doit être assez puissant. Ouais, bon, celui qui est en demi-genou l'est automatiquement. Des grands mages, donc oui. Ouais, mais elle brise complètement leur volonté et viole leur intimité et leur histoire sans aucune difficulté, quoi. Une déesse dans son domaine. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Ouais, et ça, pourquoi ils se sont engagés. Après, je pense que ça va être sympa. Disons, je m'attends à ce qu'il y ait des conversations entre Shaik, les 3 mages, mais aussi avec Félicine. Ah oui. Et je m'attends à des échanges Félicine. Oui, parce donc que Félicine Shaik, qui est. Oui, ça peut pas être. Donner peut-être plus de profondeur. Ça peut pas être aussi simple. Ce n'est pas juste une simple réincarnation. Une cohabitation. Un dernier point avant d'aller voir la bande à Mapo. Non, on est bon? Non. Bah, j'aurais juste une citation à la fin. Ouais, tout à fait. Qui vient de ce passage-ci. Très bien. Eh bien, du sang dans le labyrinthe. Ah, c'est la tension là dans la ZAT. Ce labyrinthe, il est terrible. Ouais, il est. Je vois les parois qui se rapprochent. Ouais. Composées. Tu peux pas. Une prison, les parois vivantes. C'est intense. C'est un bon lieu d'horreur. Ouais, et puis le fait que d'un coup il y a des change-formes qui en un éclair apparaissent et ils foncent sur le groupe. Et puis le retour du meilleur d'hiver du coin. Les Milra qui ont été repimpés par le festin de Culp. Bah oui, attends, c'est 100 000 rats. Ouais. Pendant un court moment, je me suis dit, et quand ils ont commencé à décrire le fait que le d'hiver s'était métamorphosé ou avait grandi suite à son dernier affrontement, je me suis dit, oh putain, est-ce qu'il y a un gros rat qui ressemble à Culp? Et est-ce qu'il va revenir en tant que Culp le rat, tu vois? Mais non, il va se faire conquer. Il va se faire conquer la tronche. Je m'attendais pas du tout à ça. Pas utiliser le coquillage en explosif là, c'était particulier quand même. Personne s'y attendait. No one expect the Conque Inquisition. Quelque part, c'est très humain de la part du sapeur
de pas réfléchir à ce qu'il a dans son sac, dans lequel est rangé l'explosif. Il dit, bah c'est l'explosif, c'est là que je change l'explosif. Et il le jette, quoi. Il Ah merde, c'est l'artefact. Et l'artefact que je voulais vendre Oui, au village du c'est coin. trop Quoi. drôle. Il avait aucune confiance au vieux sage qui lui avait donné. Quoi. D'ailleurs, bah, du coup, donc, la puissance de la chanson qui met à terre tout le groupe, et vu le niveau du groupe, un peu violent quand même, non? Ouais. Qu'est-ce que La c'est? définition finale, c'est celle d'une vague gigantesque qui s'abat sur eux et dans laquelle il y a toutes les civilisations Oui. maintenant englouties qui flottent en fait. Ah, C'est le retour de la mer qui est autrefois Raku. C'est ouf, quoi. Ouais, non, bah, du coup, ça donne envie peut-être de retourner dans ce chapitre-là et de peut-être... est-ce qu'il y avait des indices sur ce personnage qui lui a donné donc cette conque? Bah, on a juste un petit rappel du dialogue où il disait est-ce une protection? Le voyageur de l'âme avait souri, en quelque sorte. Sauf si vous le mettez au bout d'une flèche. C'est quand Bah, ça même... les a protégés, Ouais. en quelque sorte. Enfin bref, voilà, il cachait bien son jeu. Coquillage. Le coquin coquillage. Coquin coquille. Rip l'ours, hein, putain, le pauvre. Oui. Bah, au moins, lui, il a une mort qui Oui. l'empêche d'être prisonnier pour l'éternité. Il sera juste Oui, enfin, prisonnier c'est de le boule doux mensonge qui est raconté pour satisfaire. Oui. plutôt que la SAT. Ouais, pas sûr. Et puis genre, le molosse qui en profite pour juste quand même lui manger un petit bras et le finit. La sale bête. Qu'est-ce que... il se passe tellement de choses, c'est trop bien. Le fait que, du coup, on apprend que l'empereur est à l'origine des explosifs, enfin des flèches explosives. Ah oui? De ce concept-là. Je m'en souviens plus de ce passage. Si, c'est évoqué dans On ce nous chapitre. a rappelé un peu avant qu'il n'entre dans le Tremorlor que c'est Kalanved qui a formé les sapeurs, le groupe militaire des sapeurs. Et que les explosifs sont peut-être de la conception de l'empereur lui-même. Ouais, c'est pas n'importe qui, quoi. D'ailleurs, les explosifs, c'était pas des munitions morantes? Ou il y avait encore des... C'est encore un truc différent? Je pense que c'est un truc différent. Parce que je pense pas que les sapeurs, par exemple, du Iker utilisent des munitions morantes. Si. Si? Enfin, peut-être de Tucker, on sait pas. Mais les sapeurs des brûleurs de pont, ils utilisaient des munitions Oui, morantes. ouais. Les Morans sont des alliés de l'Empire et ils exploitent tous les trucs qu'ils peuvent. Oui, effectivement, j'ai retrouvé le passage, c'est... Oui, il parlait bien des sapeurs, mais pas des explosifs. Ok, d'accord. Sur l'invention. Ouais, mais bon, de Kalanved. les deux vont main dans la main, quoi. Non, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à part cette tension incroyable dans le labyrinthe. Ah oui, le fait que... Important quand même, Absalar, qui volontairement fait taire Pust, comme si Cotillon était en sa personne. Et tout le monde a un doute. Ouais, et ça, c'est assez ouf, quoi. C'était bien plaisant, et donc peut-être qu'Absalar cache son jeu, parce qu'elle dit que elle avait une... En fait, c'est l'empreinte, vu qu'elle a les souvenirs de Shaq, de la sorcière, de la jeune fille et de l'assassin, elle fait son propre... C'est un amalgame de tout ça, et c'est chou. Voilà. L'assassin en elle lui dit de taire Pust. Ou peut-être que c'est juste Cotillon qui est à l'intérieur d'Absalar. C'est... Ouais. Non, c'est bien. Très très bien. Et puis donc à la toute fin, on voit la maison des morts, quoi, au loin. Enfin, voilà, ils avaient... Et elle arrive. Le titre du livre. Il aura fallu attendre de 1000 pages. Ouais. Voilà. Non, c'était trop bien ce dernier chapitre là. Bien plaisant. Hâte de lire la suite. Ouais, et aussi, le fait que à nouveau, on voit la mortalité de Violin face au combat mortel en face de ses yeux, quoi. Violin, il fait que esquiver et tirer de temps en temps, mais c'est tout, quoi. J'avais un petit sentiment Space Hulk, disons, ce jeu de société où tu dois avancer dans des coursives, tandis qu'il y a tout un tas d'aliens qui essayent de te bouffer. Et Violin fait vraiment le Marines qui
qui est dépassé par la situation, tandis que ils se font, ils manquent de se faire bouffer. Et la violence des coups d'Icarium et Mappo, c'est violent, quoi. Enfin, c'est puissant. D'ailleurs, on en parle de la massue de Mappo, qui peut calmer la rage incarnée d'un petit coup derrière la tête. S'il intervient assez tôt, oui. C'est chaud. Il assez fort. Oui, c'est Ponk. pouvoir de l'amour, ça. Le gourdin de Mappo. Oh non. Voilà, messieurs, une dernière petite citation. Tout à fait. Lorsque Félicine achève son discours d'intronisation à l'Oasis. Félicine, Shaïk réincarné, leva les bras. La poussière dorée tourbillonna au-dessus d'elle et se vrilla en une colonne, qui s'éleva. Le jet déchaîné de vent et de sable grandit, monta vers le ciel, se para du manteau aurifère du désert, un souffle qui balaya, dôme de toutes parts, et dévoila une étendue bleue que nul n'avait plus vue depuis des mois. Et toujours la colonne grandissait, tournoyait vers le ciel, de plus en plus haut. Le tourbillon n'en était que le signe annonciateur. Ainsi se dresse l'étendard de Drijna, la lance qu'est l'Apocalypse. Un étendard qui dominera le continent tout entier, au vu de tous. Maintenant, enfin, la guerre commence. Ma guerre. La tête toujours inclinée en arrière, elle laissa sa vision magique se repaître de ce qui se dressait à l'orée même de la canopée céleste. Ma chère sœur, vois ce que tu as fait. Oh là là. Pom pom pom. Il y en a qui aiment pas Félisine, c'est fou. Elle va mettre à feu et à sang tout un continent juste pour se venger de sa sœur, c'est pas fabuleux? Moi, j'aime bien Shaïk. Et là, ça fait vraiment conte mythologique, les dieux qui s'affrontent avec par mortel interposé. Ouais, carrément. Ils utilisent du coup les motivations des mortels, ils les manipulent à leur fin, quoi. Tout comme la déesse du tourbillon utilise Félicine pour qu'elle soit son vaisseau. Mais qui utilisera qui au final? Et j'imagine très bien aussi une vision d'un jeu 4X, style... quel 4X il y a super connu? Merde. Pokémon. Non. Les jeux avec les maps monde et les Heroes and Might and Magic par exemple. Et tu vois d'un coup la colonne de sable qui apparaît sur la map monde. Tu sais, genre... ça y est, tout le monde est au courant que... là, ouais. Les 7 cités ont construit leur merveille. Ouais, exactement. La merveille de la guerre et de l'apocalypse. C'est trop bien. Non, c'est tellement stylé. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Ça promet, quoi. Et en fait, je me dis, mais les chapitres, les tomes suivants, ça va être la guerre, quoi. Il n'y a pas assez là pour finir la guerre en ces quelques chapitres. Surtout que on se rappellera que dans le premier tome, il y avait le haut point local du Dargistan. Là, Pomme-poil? Pardon? Pomme-poil? Non, du côté d'Argistan. C'est pas un point, c'est le point. Qui est devenu Renégat. Corolodon? Non, sur l'autre continent, tome 1. J'ai oublié son nom. Oui, attends. Oh là là. Je cherche. Bref, ce point-là qui a préféré abandonner la conquête du continent pour se préparer à l'oracle du Pampossum. Donc ça m'étonnerait que la guerre se termine. Ah, tu veux dire du GEC? Ouais, c'est du GEC, ouais. Voilà, bien sûr. L'ancien point Renégat, oui, ok. Ouais. Ça m'étonnerait que la guerre de cette cité se termine sans son intervention. Parce que après tout, s'il est devenu Renégat, c'était à la fois pour survivre, mais aussi pour se préparer à la vague de l'Apocalypse. Ouais. Mais il parlait pas de celle-ci. Non, oui, voilà, ça. C'est une autre croisade. Il parlait pas de l'oracle de Pampossum? Non, non. Pampossum, c'est pas... Il parlait de l'oracle de Pagnon. Oui, Pagnon. Putain, oui, Pagnon. Ah merde. Et ça, c'est une autre paire de manches, ça. Mais Pagnon, en fait, le fait que ça soit évoqué à la toute fin, c'est à la fin du tome 1, ça, en fait.
et que une sorte de, comment dire, le fait que il y ait une, comment dire, un culte fanatique apocalyptique croisade qui soit évoqué à la tome 1 et que après on parle de Sheik et de l'apocalypse. Je pas attendez, est-ce que en fait je pensais que c'était exactement, enfin c'était la même chose mais c'était juste des entités différentes. En fait non, pas du tout. C'est juste que là il y a beaucoup comment dire, il y a des ascendants qui arrivent, qui se mettent en place et qui rassemblent leurs armées quoi. On est vraiment sur un monde où il y a on est au croisement des pouvoirs, on est à la convergence des choses. Il va se passer beaucoup de choses à beaucoup d'endroits en très peu de temps. Ils ont lancé le Battle Royale. Non mais c'est Heroes of Might and Magic là, c'est carrément ça. Carrément ça. Ah c'est trop bien. Trop bien. Est-ce que messieurs vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que Grillen est mort? On ne sait pas. Il a été repoussé par la vague. Après on avait appris à un moment que s'il reste un rat c'est suffisant. J'espère qu'il sera encore vivant. C'est juste qu'il est moins dangereux si c'est un rat quoi. En plus c'est peut-être le rat rat de capacité pour. Avec les morceaux de Culp dedans peut-être. Peut-être le rat de Ron. C'est un croutard. Très... J'ai quelques questions pour vous à l'issue de cette lecture. Allez, balance. Alors, qu'est-ce qu'on pense de Loric, le mystérieux? Loric, c'est celui qui ploie à moitié le jeu. Le troisième grand mage, lui, qui est intouchable, dont la déesse elle-même ne parvient pas à percer l'intimité mentale, et qui accepte de s'agenouiller volontairement, mais d'un seul genou. Pour moi, c'est un Dark Sasuke. Hein. Est-ce que c'est pas Krupp? C'est trop fort. C'est tellement possible. Ouais, c'est bizarre. En plus, il a un visage camouflé, non? Ouais. Ouais. Non, bah, ça... ouais. Ok. C'est Lokvol. Non, je sais pas. Non, mais je m'attends tellement à ce que ce soit en mode oui, les puissants et tout ça, on sait pas trop. Et après, il meurt d'une flèche. Et là, il y a des rats qui viennent chercher son âme. Oh, putain. Ouais, bah, c'est sûrement peut-être c'est peut-être un ascendant ou un futur ascendant, ouais. S'il a... Non, mais s'il peut contrer les pouvoirs divinatoires d'une déesse, c'est que... Bah, là, mon truc... C'est Ombre Trône. Non, mais il y a peut-être moyen que ça soit... Ou c'est peut-être Cotillon, tu vois, qui pop, qui est là. Après, donc, attends. Sheik, là... les grands mages, ils sont là depuis des années, parce que on a eu les souvenirs de l'ancienne Sheik. Bidital, c'est lui qui alla chercher la femme qui allait devenir Sheik, et qui a fait d'elle l'oracle. Ouais. Et on sait que Freyil, il l'a rejoint plus tard, et il a échoué à l'empoisonner à plusieurs reprises. Il a rejoint alors que la rébellion n'avait pas encore commencé, mais alors que Sheik déjà accumulé ses forces. Ouais, ok. Loric, on n'a pas encore les détails pour l'instant. Oui, non, je pense que Sheik, elle est entourée d'autres divinités qui sont intéressées par son pouvoir, tout à fait. Et ce qui est marrant, c'est que, disons, à noter, c'est que là, on parle de ces trois grands mages-là, les forces qu'il y a ici, mais on parle plus de son mage, du mage qui avait poursuivi Coltaine au début. Je me souviens plus de son... Ah, il est sur le terrain, oui. Comment il s'appelle Qu'est-ce qu'on cherche? Mage, le mage... Malékrel? Non. Celui qui combat Coltaine. C'est Malékrel, ouais? Non? Non, Malékrel, c'est le prêtre de Maël qui est à Arène. Ah, putain. On connaît pas le nom du mage qui s'oppose à Coltaine. Il est pas le... Si, c'est un mage légendaire où ils savent que... Ouais, c'est le... Ah, attendez, oui. Il était prédisposé à prendre la place de Sheik si jamais... elle ne revenait pas. Et il avait trahi, au final, il avait pas trahi. Ouais, il y avait des rumeurs comme quoi il avait trahi. C'est... Terrible. Attends. 6 secondes, on avait un guide de lecture avec... Il est pas dans la liste des tourbillons. Je ne sais plus comment c'est. Camistrolo. Camistrolo. Ah, ils ont tous des noms improbables. Ouais, et ben Camistrolo, il est pas là. Oui, c'est juste un grand mage, Camistrolo. C'est pas un des trois. Oui. Il est sur le terrain, quoi. Il était sur le terrain. C'est-à-dire qu'il est assez bas dans la hiérarchie pour être envoyé à la guerre.
Et il est pas très bon. Et il est là pour faire le nettoyage, quoi. C'est juste un magot, quoi. On le met des tâches de logistique, lui, il lance des boules de feu, tu vois. Exactement. Eh bien. Est-ce que tu as une autre question pour nous, B? Oui. Vas-y. Salk Elan avouera-t-il son amour à Kalam? Oui. Et c'est déjà fait à de nombreuses reprises. C'est juste que Kalam, il voit pas les signes. Et il va se prendre un gros vent. Ah la Encore. vache. Ou ça sent le trouble avec... dans la... Comment il s'appelle? Ben Levi. Non, non, je pensais pas à Belle Levi, je pensais à celle sur son bateau. Ah, Minala. Oui, Minala. Ouais. Je pense qu'elle a plus de chance déjà. C'est fou ça. Et ouais, bon. Une dernière question un peu plus sérieuse. Félicine contre Shaik. Qui est-ce qu'en ressortira? Qui contrôle qui? Ghoul. Ce serait quand même étrange que juste cette... Enfin, comment dire? Que la haine mortelle de Félisine arrive à canaliser le pouvoir d'une ascendante de l'apocalypse et de la destruction, quoi. D'une déesse. Ouais. Après est-ce que Félicine n'est pas devenue elle-même une ascendante? Ça pourrait être intéressant. Ouais, tout à fait. Parce que vraiment, moi j'ai trouvé, et on en parlait dans les chapitres précédents, enfin dans les chapitres, ouais, que Ghoul, ou du moins le lexique de Ghoul, était présent à chaque fois que Félisine apparaissait. Le fait qu'elle a été métamorphosée, brûlée, dévorée remise en état exactement, me fait penser qu'en effet elle a été touchée par peut-être un ou plusieurs ascendants avant de rencontrer Shaik. Et on a pu voir avec Fener qu'un dieu qui s'incarne ou qui tout le moins possède un mortel se met également à sa merci. Ouais, je sais. D'ailleurs, on n'a pas la contrepartie du pacte, de l'accord qui a été fait entre Félicine et Drishna. Et elle parle à un moment dans sa conversation mentale qu'un accord a été conclu, que le pouvoir arrive, que le don arrive, mais on n'en connaît pas la contrepartie pour le moment. Bah, déjà, il y a une sorte de... On peut imaginer déjà qu'il y a un accord tacite entre le fait que j'ai besoin de ton corps, j'ai besoin de ton visage, et j'ai besoin de ta prestance et de ta rage. En échange, je te donnerai ta sœur, quoi. Mais pourquoi s'embarrasser de conserver Félicine si elle peut juste devenir Shaik réincarné? Je pense qu'il faut que pour être réincarné, il faut avoir, je pense, un moteur de rage puissant, quoi, à mon avis. Elle pourrait très bien écraser la personnalité. Non, parce qu'il y aurait plus la raison de la haine et de la rage. Tu vois? C'est peut-être ça, moi. Tu penses que la déesse a besoin de la rage, de la coquille, de la personnalité originelle pour... Ouais, il faut qu'il y ait des braises pour faire allumer le feu, quoi. Tu vois. Si c'est juste une enveloppe vide, alors Shaik n'aura peut-être pas tant de pouvoir. Je ne sais pas. Là, c'est de la supposition, tout ça. Eh bien, on le saura dans les épisodes précédents. On lit quoi ensuite, B? 19, 20... Les chapitres 19 et 20. Ok. 19 et Parce 20. que les chapitres 21, 22, 23, 24 et l'épilogue sont assez courts et ils constitueront un chapitre, enfin, un épisode en eux-mêmes. Ok, donc plus que 2 épisodes avant le tome 3. Exactement, 19 et 20, ce sera notre pénultième épisode. Magnifique. Pour le tome. Eh bien, messieurs, merci beaucoup pour cette soirée. Je vous dis à bientôt. Trop hâte de reprendre la lecture, là. Et de notre côté sur la chaîne, on se dit à jeudi prochain. Bonne soirée, bonne lecture et à bientôt. Abonnez-vous. Abonnez-vous, tout à fait. Merci encore. Bisous. Ciao. Au revoir.